on vous disait, donc dans l'exercice 2, on prend E un ensemble non vide, et on note, alors, P de E, l'ensemble des parties de E. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un ensemble, vous pouvez écrire plusieurs parties de cet ensemble. D'accord? En exemple, vous avez une classe. Dans la classe, par exemple dans la classe de CS3, vous allez avoir une partie avec les cheveux blonds, une partie avec les cheveux bruns, une partie avec des lunettes, une partie qui sont des filles, une partie qui sont des garçons, une partie qui sont de 2002, une partie qui sont de 2003, une partie qui sont de 2001, enfin voilà, bref, vous voyez, dans un même ensemble, on peut créer plusieurs parties. L'ensemble de ces parties, on le note P2, d'accord? Alors, on vous demande dans la question de montrer que l'union, donc l'union que vous connaissez, est une loi de composition interne sur P2. Alors, pour ça, pour montrer que c'est une loi de composition interne, il faut prouver que si on prend deux parties A et B de P2, eh bien, la partie qu'on obtient, elle est également un élément de P2. D'accord? C'est-à-dire que quand vous faites l'union des deux, vous obtenez encore un élément de P2. D'accord? Eh bien, union, c'est une loi de composition interne, parce que si vous prenez A et B, deux parties de E, A union B, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble X qui sont dans E, tel que X, il appartient soit à A, soit à B, d'accord? Ou soit aux deux. Donc, le ou qui est ici est inclusif, d'accord? Donc c'est X appartient à A ou X appartient à B. Dans tous les cas, il appartient à A ou à B, donc il appartient à des parties de E. Donc A union B, on ne peut pas avoir d'élément qui soit extérieur à P2. D'accord? Donc c'est encore une fois un élément de P2. D'accord? Donc l'application union qui de P2 croix P2 va dans P2 qui a au couple AB associe l'élément A union B, c'est bien une loi de composition interne parce que l'ensemble d'arrivée c'est encore P2. D'accord? Et on vous dit ensuite, est-elle associative, commutative, possède-t-elle un élément neutre et admet-elle l'inverse? Alors, associative, très clairement, si vous faites A union B, je vais l'écrire en rouge, si vous faites A union B, union C, bien là vous avez un élément là-dedans, je vais l'appeler X, d'accord? Pardon, un élément qui est dans A union B union C, il est dans soit A union B, soit dans C, d'accord? On peut même le faire sur un diagramme, je vais essayer. Donc vous avez A, B et C. Voilà. Donc, quand vous êtes dans A union B, d'accord, dans cette zone que j'assure en rouge du nord-est vers le sud-ouest, et si vous êtes dans A union B union C, ben vous êtes soit dans la partie qui est assurée en rouge là, ou dans C, quoi. Donc du coup, c'est la réunion des trois disques. Maintenant, si je regarde A union B union C, c'est-à-dire si je fais l'union d'abord avec B et C, puis après que je regarde la réunion avec A, eh bien ça, je vais le faire en vert. Eh bien, quand vous êtes dans B union C, vous êtes là-dedans. Donc vous voyez, c'est les hachures vertes qui vont du nord-est vers le nord-ouest vers le sud-est. Et si vous faites cet ensemble-là union A, vous obtenez la zone, la réunion des trois disques. Donc comme la zone rouge. Donc en fait, ces deux là sont égaux. D'accord? Mais là-dessus, l'associativité, il n'y a pas de souci. Pour la commutativité, c'est pareil. Hein. Si vous faites A union B ou B union A, vous obtenez exactement les mêmes éléments. Donc la loi union, la loi de composition interne union, elle est associative, elle est commutative. Pas de souci. L'élément neutre et l'inverse vont demander peut-être un petit peu plus de travail. Alors, ce que je vous ferai remarquer, c'est que quand vous prenez A un élément de P2E, en noir, si vous prenez un ensemble E,
que je symbolise par ce rectangle qui ressemble plutôt à un parallélogramme. Voilà, et que vous prenez une partie que je vais symboliser en rouge, qui est A. Voilà, donc ça c'est A. Si vous faites A union E, vous cherchez les éléments qui sont à la fois dans, enfin, qui sont dans A ou dans E, donc qui sont dans A. D'accord? Si vous faites A union E ou E union A, vous obtenez A. Donc en fait, E, c'est l'élément neutre pour la loi union. D'accord? C'est celui qui laisse stable toutes les parties de E par l'union. D'accord? C'est ça, grosso modo, c'est l'élément qui laisse stable toutes les parties de E par l'union. D'accord? Et pour l'inverse, eh bien, on cherche un élément B, tel que A union B, qui vaut B union 1, hein, par commutativité, vaut E. Et en fait, je vais la symboliser en vert. Là, vous avez votre partie rouge A, et si je regarde tout ce qui n'est pas dans A, et que je fais la réunion avec A, vous obtenez bien tout E. D'accord? Donc, l'inverse de A, c'est le complémentaire. Donc, pour l'intersection, pour montrer que c'est une loi de composition interne, c'est exactement le même raisonnement que pour l'union. En fait, il faut prendre deux éléments A et B. L'ensemble des x qui sont dans E, tels que x appartiennent à A et x appartiennent à B, par définition, c'est A inter B. Et si vous appartenez à A et à B, vous appartenez à deux parties de E, donc vous êtes encore dans une partie de E. D'accord? Donc en fait, A inter B, c'est également une partie de E, donc c'est bien l'intersection, il y a une loi de composition interne sur P2. L'intersection est associative, il n'y a pas de souci, il suffit de refaire le même schéma. D'accord? Vous trouverez la partie centrale au 3, d'accord? Que vous fassiez A inter B et que vous fassiez l'intersection de ça avec C, vous fassiez B inter C et que vous faisiez l'intersection de A avec ça, vous trouvez la partie centrale, d'accord? Donc du coup, elle est bien associative. Commutativité, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans A et B, vous êtes dans B et A. L'élément neutre, c'est l'ensemble vide. Alors pourquoi? Parce que la seule partie... Alors, parce qu'en fait, on cherche une partie... On cherche B appartenant à E, P2, pardon. Tel que, eh bien, pour tout A appartenant à E, A inter B égale B A égale A. Ah, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je reviendrai sur l'union. En fait, on cherche une partie B telle que quand vous faites A inter B, ça vous donne A. D'accord? Et la seule façon d'avoir des éléments qui sont dans A et dans B, qui sont tous dans A, c'est que B soit égal à A. D'accord? Donc en fait, l'élément neutre pour l'intersection, c'est A. D'accord? Donc, non, c'est E, pardon. D'accord? Si vous faites 1 inter E, ça veut dire que vous cherchez les éléments qui sont dans A ou dans E. Enfin, même pas. Ce sont les éléments qui sont dans A et dans E. Donc s'ils sont dans A et dans E, vous prenez ce qui est dans le plus petit, c'est-à-dire dans A, puisque A est inclus dans E. D'accord? Donc, ici, l'élément neutre, c'est E, c'est pas l'ensemble vide. Je vais un peu trop vite, c'est pour l'union que l'élément neutre, c'est l'ensemble vide. Voilà. Et on cherche l'inverse, c'est-à-dire quel est l'inverse d'une partie A. Alors, ici, l'inverse, c'est on cherche B tel que A inter B est égal à E. D'accord? Et la seule façon pour que A inter B soit égal à E, ben, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que A est inclus dans E, donc forcément A inter B, excusez-moi, pour qu'il contienne tout l'ensemble, E, tous les éléments de E, il faut déjà qu'à la base, A contienne le maximum d'éléments possibles.
d'accord? Puisque la seule partie telle que A inter E est égal à E, c'est E. Comme A est inclus dans E, et a priori pas forcément égal à E, eh bien l'élément, pour tout élément A, vous ne pouvez pas obtenir d'inverse, sauf pour E. Donc l'inverse n'existe pas. Donc je reprends hein, pour l'union, du coup, parce que je dis une bêtise. Pour l'élément neutre, c'est pour tout un P de E, eh bien, on cherche une partie B telle que A union B soit égal à A. Et cette partie-là, d'accord, on cherche en fait une partie telle que les éléments dans A ou les éléments de cette partie sont tous dans A. D'accord? Donc en fait, cette partie-là, c'est l'ensemble vide, tout simplement. D'accord? Donc cet élément, l'élément neutre pour l'union, c'est l'ensemble vide. Et du coup, on va se heurter au même problème. Du coup, on va se heurter au même problème. On cherche un élément, une partie B, en fait, telle que A union B vaut l'ensemble vide. C'est-à-dire que vous cherchez une partie B telle que quand vous prenez les éléments dans A ou dans cette partie B, ben vous obtenez personne. Sauf que si vous prenez l'élément dans A, il est dans A, donc il ne peut pas être nulle part. Donc du coup, il n'y a pas d'inverse. Donc l'union n'a pas d'inverse. Alors, pardon, j'avais oublié de faire le podcast. Donc du coup, une loi de composition interne qui n'est pas commutative, on a dit le produit matriciel. Il y a aussi la composition des applications, d'accord, clairement pas commutative. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec le deuxième. Elle n'est pas associative non plus. A priori, si vous faites F rond G rond H, vous obtiendrez pas la même chose que F rond G rond H, d'accord? A priori. Parce que vu que ça dépend dans quel ordre vous faites les trucs, a priori, c'est pas associatif non plus. Donner un exemple de loi de composition externe qui ne soit pas une multiplication par un scalaire. Si, on vient de le faire. Oui. La composition aussi. Un exemple de loi de composition externe qui ne soit pas une multiplication par un scalaire, là, honnêtement, sur le coup, ça ne me vient pas. Honnêtement, ça ne me vient pas. Ah si, tiens, en rapport avec les matrices, la multiplication d'une matrice par un vecteur. Voilà, c'est une loi de composition externe, qui n'est pas une multiplication par un scalaire, puisqu'en fait vous définissez une application, on va l'appeler fois, ça de mn de r croix donc on peut définir la multiplication d'une matrice par un vecteur, d'accord? Donc un vecteur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un élément de r puissance n. Hein, c'est un produit cartésien de r n fois, donc un n-uplet, c'est ça qu'on dit. Donc, quand vous prenez une matrice et vous faites multiplier par un vecteur, en fait, vous allez obtenir un autre vecteur. Et qui, au couple AX, associe le produit AX qui est un vecteur. Du coup, voilà un exemple de loi externe, d'accord, une loi de composition externe qui ne soit pas une multiplication par un scalaire. Du coup, puisque ce qui joue le rôle du scalaire, en fait, ici, ça va être une matrice. Alors, donner un exemple d'application binaire qui ne soit pas une loi de composition. Alors, application binaire, on n'a pas vu, mais grosso modo, c'est une application qui va d'un produit cartésien d'ensemble vers un autre. Donc, par exemple, une application phi qui va de
E dans E, du coup, ça doit être une application interne, c'est aussi une application binaire. Donc, ici, on pourrait aller, par exemple, de E croix F dans G, d'accord, avec EG des ensembles. Donc, EF comporterait des types, on va dire, d'objets, et G contiendrait encore un autre type d'objet, d'accord. Donc, par exemple, le produit scalaire, par exemple, tout simplement. J'étais en train de réfléchir. Par exemple, si vous prenez un produit scalaire de vecteurs, donc je vais noter E, l'ensemble des vecteurs du plan, d'accord. Donc l'application qui va de E croix E dans R, qui a X, Y, associe le produit scalaire. Alors je vais utiliser une notation qu'on n'a pas vue au lycée, qui est celle-là, X scalaire Y. Dans cet exercice, il s'agit de démontrer que l'élément neutre est unique. Donc supposons qu'il existe E et E', grand E, eh bien, pour tout élément petit a de grand E, on est A étoile E qui vaut E égale A, qui vaut A, et dans le même temps, on est A étoile E' qui vaut E' étoile A, qui vaut également A. D'accord? Par définition d'éléments neutres, on a ça. Si A est égal à E, eh bien la deuxième ligne nous permet d'écrire E étoile E', c'est E' étoile E, c'est E. Dans le même temps, si A égale à E', ben, en regardant la première ligne, on a E' étoile E, qui vaut E étoile E', qui vaut E'. Donc on a quoi? On a E, qui est égal à E étoile E', qui est égal à E'. Donc, E égale E'.